Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire. On a atteint déjà la centaine de participants. Je vois qu'il y a encore des connexions, mais on va démarrer ce webinaire sur la place de l'hydrogène dans l'industrie et qu'on a un petit peu renommé hydrogène, l'heure des choix. Vous allez comprendre pourquoi au fil de notre présentation. On se présente d'abord tous les deux intervenants de cette session, Simon Métivier et moi-même Stéphane Signoret. Je me permets de commencer. Donc, je suis membre de la compagnie Négawatt. La compagnie, c'est cette trentaine de membres actifs au sein de l'association Négawatt. Et comme vous le voyez sur cette slide, l'association a été créée en 2001. Elle regroupe des professionnels de l'énergie pour faire bien sûr son travail d'expertise, de prospective énergétique et de plaidoyer. Elle a créé l'Institut Négawatt en 2009, qui lui permet d'accompagner les acteurs de terrain, qui lui-même, cet institut, a créé Doremi, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, en 2017 pour réaliser des rénovations performantes de maisons individuelles. Donc j'aurai le plaisir aujourd'hui de représenter l'association Négawatt sur ce sujet de l'hydrogène. Et puis Simon, tu peux te présenter. Bonjour à tous. Je travaille chez Solagro. Solagro, donc, c'est une association qui a un peu plus de 40 ans maintenant et qui travaille sur les transitions énergétiques, climatiques, agroécologiques et alimentaires à travers trois métiers, l'ingénierie conseil, la recherche prospective et la diffusion et le partage des savoirs, d'où ce webinaire notamment aujourd'hui. Et on a sept activités, des activités plutôt côté agriculture avec agroécologie, biodiversité, agriculture, énergie, climat, bioéconomie, bioressources, méthanisation, stratégie territoriale et alimentation. Et moi, je travaille principalement au sein des activités bioéconomie à travers les études sur les gaz renouvelables, à la fois issus de la méthanisation, mais aussi des autres filières, à la fois en accompagnement de projet, mais aussi en études plus prospectives ou d'accompagnement de politique publique. Et je travaille aussi plus largement sur la bioéconomie, notamment sur la modélisation des flux de matière dans l'industrie. Merci Simon. Et puis moi-même, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, je ne suis pas salarié de l'association Négawatt, mais je suis journaliste spécialisé dans le secteur de l'énergie depuis plus de 20 ans, ce qui m'a permis d'accompagner Simon dans ce travail sur l'hydrogène. Alors, de quoi on va parler dans ce webinaire? Voilà un petit sommaire. On va d'abord expliquer pourquoi on fait ce webinaire et pourquoi on s'est intéressé à cette question de l'hydrogène surtout. Et puis ensuite, on vous expliquera pourquoi il faut faire des choix dans la priorisation des usages de l'hydrogène, notamment parce que on a fait une étude sur l'importance des usages dans l'industrie, et notamment dans trois secteurs industriels qu'on vous décrira. Mais on rappellera aussi, bien sûr, que l'hydrogène a un rôle global dans la transition écologique. Et puis, on reviendra bien sûr sur les priorités stratégiques qui seront à clarifier et quelles pistes les politiques publiques pourraient prendre pour justement y répondre. Alors, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay dans la semaine qui vient, probablement. Il y aura deux temps d'échange dans ce webinaire. Un premier, après la présentation plutôt technique des éléments que nous avons fait dans cette étude, et puis après, à la fin du webinaire pour les enjeux plus globaux. Si vous avez des questions, merci de les poser dans l'onglet questions-réponses, Q&R, et pas dans le chat. Voilà, donc l'onglet de discussion est ouvert, vous pouvez éventuellement l'utiliser pour échanger entre vous, mais si vous avez des questions à nous poser, merci de bien utiliser cet onglet questions-réponses. Il y aura d'ailleurs des personnes qui répondront parfois par écrit, et puis nous, ensuite, nous prendrons quelques questions à l'oral. Alors, pourquoi ce webinaire et pourquoi ce sujet de l'hydrogène? Bon, il ne vous aura pas échappé que cette petite molécule d'hydrogène est devenue une nouvelle brique de la transition énergétique du moment qu'elle est produite de manière décarbonée et donc notamment par l'électrolyse de l'eau. Grâce à cette technologie, on pourra adresser plusieurs enjeux de décarbonation. On va d'ailleurs décrire en bonne partie dans ce webinaire. Et cet intérêt pour cette nouvelle molécule a fait que pas mal d'accélérations dans les politiques publiques ont été notées depuis 2020 dans l'idée de passer à l'échelle industrielle cette technologie d'électrolyse de l'eau. Donc,
La France, bien sûr, mais l'Europe et bien sûr, en fait, tous les pays du monde s'intéressent à ce sujet. Et on retrouve finalement pas mal de déterminants géopolitiques habituels. L'Europe est en train de construire des lois, des règlements avec pas mal de débats, hein, justement, autour de la nature de cet hydrogène. Les États-Unis, eux, ont choisi une voie assez franche pour aller vite sur le sujet, hein. L'Inflation Reduction Act a permis sur 10 ans d'aider directement les projets de production d'hydrogène décarboné. Et la Chine, elle, développe tout azimut ces solutions et on a remarqué que donc dans les chiffres publiés par l'Agence internationale de l'énergie, de petites expérimentations en 2020 en Chine, on est passé dans ce pays à une capacité d'électrolyse de 200 mégawatts en 2022 et probablement 1200 mégawatts à la fin de l'année 2023. Donc, à elle seule, la Chine capterait la moitié des capacités mondiales d'électrolyse. Donc voilà, il y a une forte concurrence et comme il faut de l'électricité pour faire l'électrolyse, en France, le débat se focalise comme d'habitude sur l'électricité et l'électricité nucléaire. Donc on en reparlera à la fin. Il y a eu bien sûr pas mal de positionnements du gouvernement pour défendre son point de vue au niveau européen et obtenir quelques dérogations à l'utilisation des énergies renouvelables. Mais en tout cas, toute cette émulsion, on en reparlera bien sûr aussi, n'aboutit pas encore pour l'instant à de grands résultats. Le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie l'a de nouveau souligné, parce que dans ce climat de forte concurrence, euh, et le fait qu'il y a aussi il y a quand même un déploiement trop lent, il y a une hausse des coûts dans le contexte de l'inflation, une mise en application encore lente dans l'industrie lourde, voilà, ou même dans la mobilité. Donc aujourd'hui, en fait, en réalité, il n'y a que 0,7% de la consommation mondiale d'hydrogène qui est décarbonée. Donc il y a un vrai enjeu à clarifier les choix qu'on doit faire pour se positionner dans ce secteur, d'où notre intérêt pour le sujet. Donc Negawatt a du coup mobilisé son expertise de prospective pour réfléchir sur le sujet. En 2020, on avait déjà pris position pour dire que l'industrie devait être prioritaire dans le déploiement de l'hydrogène renouvelable. Et comme le scénario publié en 2022 a donné de forts éléments techniques grâce à la brique Negamat, hein, qui évalue les besoins en matière et du coup les possibilités de relocalisation industrielle, on a eu toute la matière pour analyser précisément comment l'hydrogène pourrait être utilisé dans la transition à l'horizon 2050 et en particulier dans l'industrie. Donc c'est le sujet de cette étude qui sera mis en ligne dans les jours qui viennent pour montrer justement comment certains secteurs industriels pèsent dans l'équation finale et comment l'hydrogène aussi bien sûr est structurant dans l'équilibre du système énergétique. On a eu le soutien de l'ADEME, de la ECF, European Climate Foundation, et de Breakthrough Energy pour réaliser cette étude, ce qui nous permet du coup de vraiment bien avancer nos arguments sur la base des analyses de flux physiques, comme on fait d'habitude, et bien sûr dans le cadre spécifique du scénario 100% ENR de Négawatt. Alors, on va voir justement comment on donne priorité à certains usages dans l'hydrogène. Et je passe la parole à Simon qui va du coup à la fois nous faire un petit focus global et ensuite venir précisément sur les détails de l'étude. Oui, donc désolé, je coupe ma vidéo parce que j'ai des petits problèmes de connexion. Donc quelques repères avant de rentrer dans les chiffres sur les différentes filières industrielles. Donc au niveau monde, l'hydrogène aujourd'hui, c'est à peu près 100 millions de tonnes qui sont produites à 99% à partir d'énergie fossile, c'est-à-dire que, comme on va le voir après, aujourd'hui, l'hydrogène est issu, enfin, on le produit en cassant des molécules d'hydrocarbures de chaînes plus longues. Donc, ça représente environ 900 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an. À l'échelle France, on est aux alentours d'1 million de tonnes de consommation. La grande majorité est utilisée dans le raffinage du pétrole. Et d'ailleurs, dans ce processus-là, finalement, la majorité de la consommation d'hydrogène est autoproduite dans le procédé de raffinage. Et après, la deuxième utilisation, c'est la production d'engrais. On va revenir en détail dessus. Et un peu après, un petit peu dans la chimie. Le tout pour des émissions globalement d'environ 10 millions de
2 tonnes de CO2 par an, ce qui fait 2 à 3% des émissions. Euh, des émissions. À l'avenir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle beaucoup d'hydrogène aujourd'hui du point de vue de l'énergie. Ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'on va vous présenter là aujourd'hui, c'est majoritairement de l'usage d'hydrogène pour ses qualités de matière et non pas forcément d'énergie. Et donc ça, il faut bien avoir ça en tête. L'hydrogène, c'est une molécule chimique qui peut être utilisée pour faire de la chaleur, par exemple en le brûlant, ou d'autres réactions, produire de l'électricité, mais il peut être utilisé aussi pour d'autres qualités chimiques. Et quelques ordres de grandeur pour ceux qui sont pour convertir en des unités massiques. Donc, une tonne d'hydrogène correspond en pouvoir calorifique supérieur à 40 mégawattheures. Donc, si vous êtes plus à l'aise avec l'une ou l'autre des unités, vous pouvez basculer comme ça. Diapo suivante, Stéphane, s'il te plaît. Alors, quelques éléments qu'il faut avoir en tête, puisque les données qu'on va vous présenter sur l'évolution notamment des filières industrielles sont issues des modélisations du Céno et Négawatt, et il y a quelques déterminants importants qui jouent sur les choix qui sont faits. Donc, notamment, Céno Négawatt, c'est un scénario qui tend vers le 100% renouvelable, et en particulier sur la production d'électricité, on est à 100% renouvelable en 2050. Et donc, le choix est fait que tout l'hydrogène qui est produit est issu de l'électricité via l'électrolyse, et on réserve la biomasse qui est en quantité plus restreinte à d'autres usages. Dans les choix qui sont faits sur le secteur industriel, il pourrait y avoir, pour aller vers le zéro émission, des choix qui sont faits sur le CCS, donc la capture et le stockage du carbone. On les a écartés principalement parce que c'est une incitation quelque part à maintenir, à continuer à extraire et utiliser les énergies fossiles. Elles ont aussi un coût énergétique, c'est-à-dire elles dégradent les rendements, et donc il faut aussi de l'énergie pour aller capter ce CO2. Et il y a aussi des questions d'acceptabilité et de durabilité sur le stockage souterrain du CO2. Dernier point important par rapport à la mobilité, l'usage de l'hydrogène dans la mobilité. Il y en a un peu dans le scénario Négawatt, mais parfois moins que dans d'autres scénarios. En gros, dans le scénario Négawatt, on privilégie la mobilité électrique, notamment pour la mobilité légère et courte distance, et on la complète principalement par de la mobilité au bio-GNV, donc avec du biométhane, pour la mobilité lourde et longue distance type camion. Et après, on a aussi recours en partie à l'hydrogène, mais ça reste plus limité. On pourra revenir en détail s'il y a des questions dessus. Donc, on va aborder les trois secteurs principaux où, pour nous, l'hydrogène a une place déterminante pour aller vers vers la neutralité carbone. La première, c'est la production d'ammoniac. Donc, aujourd'hui, alors, juste petit rappel ou petite explication simple de comment on produit de l'ammoniac aujourd'hui. Donc, on prend l'ammoniac, c'est composé d'azote, donc le composé dont le symbole est N, et l'hydrogène, donc H, NH3. Et pour l'azote, on le prélève dans l'air. L'air est composé à 80% d'azote, donc on vient séparer des molécules d'azote de l'oxygène. Et pour l'hydrogène, aujourd'hui en France, on vient casser des molécules de méthane, donc de gaz naturel, et on sépare d'un côté en rejetant du CO2 et en récupérant l'hydrogène de l'autre. Et ensuite, on vient combiner les deux types de molécules, hydrogène et azote, pour faire du NH3. Donc, c'est un procédé qui consomme du gaz naturel, donc des énergies fossiles, et qui rejette du CO2. Pour en gros 1 tonne d'ammoniac, on va émettre 2 tonnes de CO2. En France, on produit à peu près un peu plus d'1 million de tonnes par an, répartis sur 4 sites. Donc, c'est des gros sites industriels. Et alors, difficile d'avoir la statistique exacte, mais on sait que la très grande majorité, en Europe, c'est à peu près 80% de l'ammoniac produit sert à faire des engrais azotés.
Et donc, sur les petits graphes en dessous, je vous ai présenté les consommations, tout d'abord la première colonne d'ammoniac. Et quand on regarde l'ammoniac qui est consommé en France, on voit qu'on en produit, donc les 1,1 million que j'ai évoqué tout à l'heure, correspondent à peu près à 60% de la consommation. Le reste est importé. Et quand on regarde l'usage principal qui est l'engrais, on voit qu'on produit en France, donc les engrais, il y a différents types d'engrais azotés. Donc en France, la filière principale, c'est les ammonitrates, mais il y a aussi l'urée et d'autres composés. Mais donc il y a des usines qui vont euh, notamment utiliser de l'ammoniac pour faire ces engrais-là. En gros, en France, on produit 40% de notre consommation. Et parmi les 40%, il y a une partie qui est faite avec de l'ammoniac importé et l'autre qui est faite avec l'ammoniac produit en France. Donc, si on retranche l'ammoniac en plus importé, on voit qu'on est réellement autonome sur nos engrais azotés sur à peu près un quart, l'ordre de grandeur, de ce qu'on consomme en France. Donc là, on voit que c'est quand même un point très déterminant en termes de dépendance du système agricole et donc de l'alimentation en France aux engrais azotés, aux importations. Donc ça, c'est un sujet important que on essaye aussi en partie de répondre dans le scénario négawatt. Tu peux passer la diapo suivante, Stéphane. Tout d'abord, en essayant de réduire nos besoins en engrais azotés. Et ça, si vous voulez voir un peu en détail comment c'est fait, c'est à travers le scénario AFTER qui est développé par Solagro. After 2050, dans lequel on imagine une trajectoire qui pourrait nous permettre de diviser par deux les consommations d'engrais azotés par différents leviers. D'une part, une évolution du régime alimentaire avec un moindre recours à l'alimentation carnée, une transition des pratiques agricoles vers plus d'agroécologie, qui permet d'allonger les rotations notamment et d'intégrer des légumineuses qui vont aller capter elles-mêmes l'azote de l'air et l'intégrer dans les rotations de culture. Et puis une généralisation de la méthanisation qui permet d'apporter des engrais de ferme et donc de bien valoriser le cycle de l'azote et de bien le valoriser au niveau des cultures. Euh, donc, réduction de la consommation des produits azotés qui nous permettrait, en maintenant un niveau de production d'ammoniac, finalement d'arriver à avoir une part, une indépendance beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Et dernier levier, c'est une conversion des procédés hydrogène basés sur le méthane à l'électrolyse de manière à avoir un procédé décarboné. Donc nous, la transition se fait entre 2030 et 2040. Alors, est-ce que c'est... alors, faut bien savoir que c'est une technologie qui est maîtrisée. Historiquement, les premières usines d'ammoniac étaient basées sur l'électrolyse. Elles ont été ensuite électrolyse de l'eau avec de l'électricité qui était typiquement à l'époque produit sur des grands barrages hydroélectriques. Ça a été petit à petit, avec l'arrivée du gaz pas cher, remplacé par des usines de vapocraquage de méthane et de gaz naturel. Mais du coup, c'est une technologie qui pourrait revenir. L'Agence internationale de l'énergie renouvelable a décompté une soixantaine de projets dans le monde. En France, il y a Borealis en Alsace qui a annoncé vouloir convertir 15% de ses capacités de production de son site avec un électrolyseur dans les années qui viennent. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont en cours. Sur l'acier, euh, alors un petit point sur la production aujourd'hui. Alors, il faut différencier. Donc, quand on produit de l'acier, on peut le produire à partir de deux matières premières différentes. Du minerai de fer, que là, il faut qu'on travaille, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réduise ce minerai pour en faire du fer. Donc, d'abord de la fonte, puis de ce qu'on appelle de l'acier primaire, donc issu de minerais. Ça se fait à travers des outils, des usines, à travers les hauts fourneaux qui vont nécessiter, pour réduire les minerais, de coke de charbon. Le coke, c'est en gros une sorte de concentré de carbone issu du charbon. Et en gros, à travers ces filières-là, pour produire une tonne d'acier, on est aussi sur le même ratio d'émissions de 2 tonnes de CO2 émises.
Donc, c'est à travers le recours à ce coke de charbon que ce procédé est particulièrement émetteur de carbone. L'autre filière, qui est la filière des ferrailles, où là, on vient récupérer c'est donc la filière du recyclage, on vient récupérer des ferrailles pour en refaire un acier. Et là, on utilise des fours électriques pour la refondre et la reformer dans des produits standards. Ça correspond à peu près à 5 millions de tonnes par an aujourd'hui. C'est principalement la filière électrique. On peut aussi les traiter dans les hauts fourneaux. Donc, si on regarde maintenant ce qu'on évalue sur les projections 2050 au sein du Sénat au négawatt, comme pour tous les secteurs, on essaie d'abord de travailler sur la réduction de la demande. Et donc là, il y a tout un travail approfondi qui a été fait de modélisation des besoins des différents secteurs consommateurs d'acier en fonction des hypothèses qui ont été prises et de manière à les répercuter sur les besoins de consommation d'acier. Et donc, on se rend compte que, par exemple, il y a des baisses significatives dans le secteur du bâtiment, de l'automobile, certaines hausses du liées, par exemple, au développement de certaines énergies renouvelables, du ferroviaire, mais que globalement, au final, il y a quand même une baisse significative avec une production actuelle d'environ 15 millions de tonnes à une production d'environ 11 millions de tonnes par an. Ensuite, il y a le levier de recyclage qui est actionné de manière plus importante. On irait jusqu'à environ 80% de recyclage. Ça nécessite de récupérer plus de matière et ça nécessite aussi de travailler sur les qualités des aciers de manière à ce que les qualités soient suffisamment bonnes pour satisfaire une diversité d'usages plus grande. Et puis surtout, pour le reste qui va d'acier primaire qu'on aura besoin, on bascule sur une autre technologie que le haut fourneau, mais sur une technologie qu'on appelle DRI, pour Direct Reduction Iron, qui est en fait une réduction directe du minerai en fer avec le réducteur qui est non pas du coke de charbon, mais de l'hydrogène. Du méthane peut aussi être utilisé et d'ailleurs aujourd'hui, il y a pas mal d'usines dans le monde où le gaz est pas cher qui utilisent cette technologie-là avec du méthane. Donc l'objectif, c'est de réutiliser cette technologie-là et de la basculer à l'hydrogène. Pas mal d'acteurs, d'aciéristes travaillent sur ces projets-là actuellement. Il y a eu des essais qui ont été faits avec de l'hydrogène et il y a des démonstrateurs et des pilotes en construction actuellement en Allemagne, en Suède. ArcelorMittal a annoncé un projet d'usine aussi à Dunkerque d'ici 2030 avec un fonctionnement probablement méthane au début et on l'espère rapidement à l'hydrogène. Voilà pour l'acier. Et puis le dernier secteur identifié très important pour l'utilisation de l'hydrogène à l'avenir, c'est le secteur des oléfines. Alors, les oléfines, c'est un nom qui regroupe différents produits, dont l'éthylène et le propylène, qui sont les principaux en termes de volume. C'est des produits de base de la chimie organique aujourd'hui, parce qu'ils sont notamment des précurseurs, des matières premières pour les principaux plastiques. Donc actuellement, ce sont des produits issus de la pétrochimie. En France, notamment, ils sont issus du vapocraquage du naphta. Le naphta, il est obtenu lors du raffinage du pétrole. Euh, la France aujourd'hui est plutôt autonome. Elle produit et consomme à peu près la même quantité de l'ordre de 8,5 millions de tonnes d'oléfines. Alors, à l'avenir, quand on a cherché dans Negawatt à passer vers le 100% renouvelable, on a beaucoup travaillé sur les filières énergie, mais après, une fois qu'on a converti toutes les productions d'énergie au renouvelable, restent les usages, ce qu'on appelle non énergétiques des énergies fossiles. On en trouve dans la chimie et notamment au niveau des oléfines. Et donc là, l'idée, il y a plusieurs voies qui seraient possibles, notamment des voies biosourcées. On pourrait utiliser des bionafta. Dans le choix de Negawatt, on réserve les bioressources et les bioénergies à d'autres usages. Et là, on a utilisé des filières électriques qu'on appelle Power to X et en l'occurrence Power to Olefin. Donc, il s'agit en fait de produire de l'hydrogène par électrolyse et ensuite d'avoir une réaction d'hydrogénation en utilisant du CO2. Vous avez
un schéma en bas à droite qui permettrait de produire du méthanol, méthanol qui est une brique aussi importante de la chimie et qui permettrait ensuite d'assembler les différents produits des oléfines, que ce soit l'éthylène, le propylène, par des étages complémentaires qu'on appelle méthanol to oléfine. C'est des technologies alors, qui sont pour le power to méthanol, donc production de méthanol. Il y a déjà un site en fonctionnement en Islande depuis 2011, alors d'une petite capacité. Et il y a des unités en construction d'un peu plus grande capacité aujourd'hui en Australie, dans les pays nordiques également, et en Chine. Et pour les briques supplémentaires de méthanol to oléfine, c'est déjà des briques implantées industriellement, notamment la Chine, qui a peu de ressources, qui a peu de pétrole. Elle, ces filières actuelles de production d'oléfine se font à partir de charbon avec de la gasification de charbon, une utilisation des syngases pour faire du méthanol, et ensuite du méthanol, elle fait ses oléfines à partir de réactions de méthanol to oléfine. Et aujourd'hui, ça représente une très grande partie de la consommation du méthanol dans le monde, notamment pour faire ces produits-là. Donc ça, c'est des réactions qui sont bien maîtrisées. Il y aura des enjeux quand même qui se posent. Ça va être aussi, donc on a besoin de faire de l'hydrogène, mais on aura aussi besoin de consommer du CO2, donc du CO2 biogénique, puisqu'en 2050, on n'aura plus beaucoup d'émissions fossiles. On en aura quand même sur certains procédés, notamment les cimenteries, hein, qui émettent du CO2 par leur matière première. Donc, on aura besoin voilà, de s'approvisionner en CO2 pour cette filière. Donc, à l'échelle 2050, on a fait un petit tableau qui résume les besoins. Donc, sur l'ammoniac, on est à peu près à 170 kilotonnes par an, 115 pour l'acier et 1 million de tonnes par an pour les oléfines. Ça fait des capacités d'électrolyse à installer importantes de 2,4 gigas pour l'ammoniac, 1,7 pour l'acier et presque 15 pour les oléfines. On a essayé aussi d'évaluer les investissements en se basant sur des ratios qu'on a trouvés dans la littérature. Ce qui est quand même important à avoir en tête et qui peut être différent selon les études que vous allez lire, c'est pour une capacité donnée de production d'acier, d'ammoniac ou d'oléfine, la capacité d'électrolyseur que vous allez adosser. Et en fait, nous, on a pris en compte une surcapacité puisqu'on considère que les électrolyseurs ne vont pas fonctionner en base, 8700 heures par an, mais un petit 50% du temps. Donc, on a fait dans le Sano Négawatt, on a une modélisation en pas de temps 15 minutes du système électrique. On vient modéliser les consommations et les productions. Et pour optimiser le système et valoriser au mieux les énergies renouvelables, éoliennes et photovoltaïques, qui vont avoir des productions variables au fil du temps, il est plus intéressant d'aller faire fonctionner ces électrolyseurs quand ça dérange le moins le système électrique, donc quand il y a des surplus de production, notamment des tendances avec des surplus de production. Et donc globalement, il est plus intéressant de payer un peu plus d'électrolyseurs. Ça nous permettrait d'avoir moins de surcoûts sur le système électrique globalement. Et ça a encore été récemment confirmé cet été par une étude qu'a publiée RTE et GRT Gaz, où ils ont fait le calcul d'un système avec des électrolyseurs fonctionnant en base pour satisfaire les besoins de l'industrie, et de l'autre, des systèmes flexibles qui alimentent notamment des stockages d'hydrogène souterrains. Donc, il y a des surcoûts sur ces stockages-là. Par contre, et il y a des surcoûts sur les surcapacités d'électrolyseurs. Par contre, on économise beaucoup des coûts sur le réseau électrique. Et le bilan montre qu'on pourrait avoir des économies de l'ordre de 1 milliard d'euros par an à l'échelle de 2050 en ayant des systèmes flexibles. On a aussi relevé que l'étude ICE avait des niveaux d'investissement assez cohérents avec ce qu'on avait évalué sur l'acier et l'ammoniac. Il n'y avait pas de travaux sur les oléfines. Donc, en bilan, si on regarde toutes les filières qui vont utiliser de l'hydrogène en 2050 dans ces négawatts, donc on a un besoin total de 2,3 millions de tonnes par an. Hein, donc, c'est
C'est presque 2,5 fois ce qu'on consomme aujourd'hui en France. Donc, ce graphe-là, il vous montre les usages industriels qui sont soulignés en rouge, l'acier, ammoniac et oléfine. Ça représente 50% du besoin total. Et aussi les autres secteurs où on va retrouver notamment le power to méthane, qui est l'usage important qui vient juste après, qui sont de la conversion d'hydrogène en méthane et qui servent notamment à produire un surplus de gaz renouvelable, mais aussi participent à optimiser le système électrique en apportant de la flexibilité. On a aussi des usages dans le transport que vous retrouvez sur la gauche et une petite partie aussi qui est injectée directement dans les réseaux de méthane. Donc, les premières conclusions qu'on peut tirer, c'est qu'on voit que certains secteurs industriels, pour se décarboner, pardon, euh, doivent investir dans les technologies de l'hydrogène, de notre point de vue, et qu'il faut et que même en faisant des efforts importants de sobriété et d'efficacité, il y a un développement de l'hydrogène important à faire, hein, puisqu'on va besoin de plus que doubler la consommation annuelle et de basculer sur de la production renouvelable à partir d'électrolyse. Donc, la capacité va effectivement, sur cette électrolyse, aujourd'hui c'est très faible, c'est de l'ordre de 13 mégawatts installés, et il faut passer juste pour le secteur industriel à environ 20 gigawatts en 2050. Quand on regarde les objectifs qui sont fixés en France de 6,5 gigawatts, ils sont à peu près du même ordre de grandeur. Nous, dans le scénario, je crois qu'on est à de l'ordre plutôt de 4 pour 2030. Par contre, on voit qu'après, ça accélère encore beaucoup plus, et ça nous paraît très important de fixer aussi des jalons un peu plus lointains et réguliers, 15 gigawatts en 2035, 26 en 2040, et surtout de prioriser, comme on l'a vu dans notre vision, sur des usages notamment dans l'industrie, pour l'acier, l'ammoniac et la chimie. Merci beaucoup, Simon. Je reprends le micro. Donc, on a bien vu qu'il y avait trois secteurs qui pesaient beaucoup dans la consommation future d'hydrogène, en tout cas tel qu'on le décrit dans le scénario Négawatt. Mais on va quand même rappeler que ce focus sur l'hydrogène ne doit pas rappeler que l'enjeu global, c'est celui de la transition écologique, qu'il y a bien sûr d'autres déterminants pour cette transition, et que le scénario Négawatt apporte une vision globale de tout le système. Alors bien sûr, on ne va pas refaire tout le scénario ici, mais focaliser notamment ici sur cette slide sur la production et la consommation d'électricité. Donc dans le scénario négawatt, bien sûr, on passe à 100% renouvelable et vous voyez que l'éolien et le solaire se taillent la part du lion dans la production des 532 TWh consommés en 2050. On notera à l'occasion d'ailleurs que ce 532 TWh est plus faible que certaines projections faites notamment par le gouvernement qui parfois imagine monter jusqu'à 600, 700, voire peut-être plus encore de TWh, ce qui pose quand même des questions sur les capacités de production au final. Et ces 532 TWh sont consommés bien sûr dans différents secteurs, de manière relativement homogène d'ailleurs, on pourrait dire, mais quand même avec une grande différence avec aujourd'hui, puisque du coup l'hydrogène, que vous voyez ici entouré en rouge, se retrouve être le premier poste de consommation d'électricité en 2050 dans le scénario négawatt, puisque de fait, vous l'avez vu, il y a des gros volumes d'hydrogène qui sont nécessaires. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on voit un petit peu mieux, même si Simon l'a déjà bien sûr abordé, la façon dont l'hydrogène se combine finalement dans le système énergétique global avec les autres vecteurs et notamment avec le méthane. On va pour cela, je vais reprendre ce graphe, hein, vous voyez, Simon en a parlé, entouré en rouge ici le power to méthane, la fameuse méthanation, qui, comme il l'a dit, permet de transformer l'électricité en méthane. Et la brique hydrogène est très importante. Et du coup, vous voyez qu'en 2040, dans notre scénario, là, c'est la barre bleue, le besoin est déjà assez important, mais il est encore bien plus important en 2050, une fois que le parc de production d'électricité est devenu 100% renouvelable. Alors, pour comprendre la façon dont les différentes briques s'entrecroisent, on va voir ce petit schéma ici. Donc, la flèche la plus à votre gauche, l'électricité qui arrive
dans la brique électrolyse, bien sûr, en 2050 est 100% renouvelable. Donc cette électrolyse nous permet d'avoir de l'hydrogène, hein, ce sera ici en bleu dans le schéma, qu'on peut utiliser sur des usages directs que je vais détailler après. Mais bien sûr, cet hydrogène peut servir, alors soit dans une assez faible proportion à venir alimenter directement le réseau de méthane, le réseau CH4 en jaune ici, soit par la brique de méthanation, hein, de Power to Methane, d'être retransformé en CH4, en méthane, hein, c'est la flèche orange, qui vient lui aussi du coup alimenter ce réseau. Et du coup, par ces deux biais, on peut avoir différents usages qui vont être satisfaits. Alors, si on regarde tout en haut, dans les usages directs, bien sûr, on va retrouver l'hydrogène comme matière première pour l'industrie, que Simon a ciblé notamment pour l'ammoniac et les oléfines, mais du coup, en fait, aussi pour l'acier primaire. Et puis, une petite part dans le scénario négawatt sur les transports. Et puis, le réseau de méthane, lui, bien sûr, peut aussi adresser pas mal de sujets. Le transport, pas mal développé dans le scénario négawatt avec des véhicules bio-GNV, 100% ou hybrides d'ailleurs. Et puis, bien sûr, tous les autres types d'usages qui sont assez classiques avec le méthane. Donc ça, c'est important d'avoir bien en tête ce rôle de pont, finalement, de l'hydrogène entre deux vecteurs qui sont l'électricité et le méthane. Si on voulait avoir une vision plus globale, et je ne vais pas la détailler ici, il faudrait rajouter bien sûr la méthanisation qui produit du biogaz et la pyrogazéification qui en produit aussi donc pour faire du biométhane qui va venir alimenter le réseau de CH4. Et avec les différents chiffres que vous voyez là, ça permet de voir un petit peu les échelles et on voit bien sûr que celui de la matière première pour l'industrie au niveau de l'hydrogène est loin d'être négligeable à côté des autres. Ce schéma est dans le rapport, hein, vous pourrez bien sûr le regarder plus en détail. Alors, ce qui est important maintenant, c'est qu'on qu'on tire un peu une autre série de conclusions de ce que je viens de dire assez rapidement sur cette vision globale du système. C'est que si on regardait que les vecteurs énergétiques finaux, que vous voyez dans le camembert qui est présenté ici, on verrait que l'hydrogène pèse très peu. Toujours dans le scénario négawatt en 2050, l'hydrogène en pur vecteur énergétique ne représente que 2% à côté des grands secteurs que sont l'électricité renouvelable en jaune ici et le méthane renouvelable en vert. Mais bien sûr, tout ça ne montre pas tout, parce que bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, l'hydrogène sert de matière première et ça n'apparaît pas sur ce graphique. Et puis, il y a aussi une grosse part d'hydrogène qui est transformée en méthane, et on ne la voit pas bien sûr sur ce graphique non plus, elle est cachée dans le méthane renouvelable, et pour le coup, l'hydrogène compte quand même pour 12% de ce méthane renouvelable. Donc c'est vraiment un outil important, hein, cet hydrogène, puisqu'il va permettre, donc en plus d'apport de matières premières dans l'industrie, et de fournir du méthane pour tous les usages méthane, c'est vraiment un moyen de flexibilité, hein, c'est un outil qui va permettre l'équilibrage du réseau électrique, puisque, un peu comme l'a évoqué Simon tout à l'heure, la modulation des capacités d'électrolyse va justement apporter une flexibilité nécessaire à l'absorption des productions éoliennes et solaires. Donc, il faut bien avoir en tête que quand on voit la globalité du système, cette interdépendance entre les réseaux électriques et gaziers oblige en fait à une planification conjointe des moyens de production, à la fois les moyens de production d'électricité renouvelable, les moyens de production de méthane renouvelable, et ce qui fait le lien entre les deux, l'hydrogène. Et le rapport que Simon a cité tout à l'heure de RTE et de GRT Gaz s'inscrit tout à fait dans cette vision. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit break de questions. Alors, vraiment, on va dire spécifiquement sur les caractéristiques de ce qu'on a mis dans le scénario négawatt, sur les trois filières industrielles d'acier primaire, d'oléfine et d'ammoniac qu'on a évoquées. Et puis après, dans une deuxième partie, on viendra un petit peu plus sur les enjeux de politique publique autour du développement de l'hydrogène. Alors, je me tourne pour ces questions vers Maël Gonzalez-Mortreux, qui fait partie de Négawatt et qui a accepté en backup de regarder toutes vos questions et d'en sélectionner quelques-unes pour celles qui n'auraient pas déjà reçu une réponse écrite. Maël, si tu as pu identifier une ou deux questions, on y répondra avec plaisir avec Simon. Ouais, alors je vais garder ma caméra éteinte pour des raisons de connexion.
Je vais regrouper plutôt peut-être par groupe de questions parce qu'il y a des thématiques qui reviennent assez souvent, notamment la question des besoins en eau pour l'électrolyse, avec des questions sur est-ce que ça a un impact sur le cycle de l'eau, est-ce que les besoins en eau douce seront toujours soutenables à horizon notamment 2050, et est-ce qu'il est prévu d'utiliser de l'eau de mer pour l'électrolyse de l'eau, et si oui, à quel coût énergétique pour tout ce qui est dessalement par exemple. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, c'est une question importante. Simon, est-ce que tu veux y Ouais. répondre directement? Ouais, tu peux peut-être mettre la diapo qu'on avait prévue en annexe, si tu Ouais. peux. Alors, j'invite tous les participants à fermer les yeux. Je vais faire défiler les slides jusqu'aux annexes. On a effectivement regardé ce point-là, qui est un sujet effectivement d'études important. Donc en 2050, on a estimé que pour les 33 gigawatts d'électrolyse qui seraient installés, on aurait besoin de l'ordre de 20 millions de mètres cubes d'eau, ce qui représente à peu près 1% des ressources en eau actuellement utilisées dans l'industrie. Alors, on a fait une petite carte en positionnant les sites donc des filières industrielles. On a considéré que les sites étaient maintenus parce que les filières aval sont déjà positionnées dans ces secteurs. Après, on pourrait réfléchir aussi à bouger ces sites-là dans le cadre de la transition. Toujours est-il qu'à gauche, vous avez les consommations brutes. Ah, d'ailleurs, il y a une petite erreur sur la carte. Il faudrait que je la remette. Je la mettrai à jour. Désolé. J'ai oublié de la modifier. Il y a la consommation brute et à droite, la consommation nette d'eau. Pourquoi il y a une différence entre les deux? Puisque certains procédés, en particulier les procédés oléfines, donc vous avez toujours, au moment de la production d'hydrogène par électrolyse, une consommation d'eau. En gros, le ratio, je peux vous le donner, il est de consommation d'eau, il est de l'ordre de 3, de 8, pardon, de 9 tonnes d'eau par tonne d'hydrogène. Par contre, quand vous faites du méthanol et les oléfines après, vous allez rejeter une partie de l'eau. Donc, pour certains, en fait, on pourrait recycler l'eau qui est rejetée dans le procédé aval pour alimenter l'électrolyse. C'est pour ça que j'ai fait une différence entre la consommation brute et la consommation nette d'eau. Donc, vous voyez sur les sites que la majorité des consommations d'eau sont quand même à proximité du littoral. Donc, on peut aussi imaginer que si les pressions sur l'eau deviennent trop importantes, on pourra imaginer des solutions sur l'eau salée. Alors, pour répondre plus précisément, on n'a pas évalué les surcoûts que ça aurait. C'est des choses qui peuvent être faites et qui, effectivement, auront des surcoûts. Merci, Simon. Maël, est-ce qu'on peut prendre une autre question? Oui, ce que je te propose, c'est de prendre quelques questions qui ne sont pas totalement directement en lien avec le webinaire, mais sur des questions d'autres usages de l'hydrogène, parce qu'il y a énormément de questions sur quid de l'hydrogène dans la mobilité, dans les transports. Il y a une question qui demandait si on avait des usages piles à combustible ou si l'avion à hydrogène faisait partie de ce qu'on entendait comme usage de l'hydrogène. Donc, je propose de répondre à ces questions-là rapidement pour après pouvoir recentrer. D'accord, merci. Moi, dans un premier mot, je peux dire que, comme on l'a un peu évoqué rapidement, bien sûr, il y a de l'hydrogène dans la mobilité, dans le scénario négawatt. Elle est principalement sur de la mobilité lourde, mais Simon pourra peut-être détailler un peu s'il le Mhm. souhaite. Et il y en a un tout petit peu aussi dans la mobilité légère. Par contre, l'aviation de mémoire n'est pas adressée dans le scénario négawatt. Alors, on voit effectivement apparaître beaucoup d'idées de projets en ce moment. Bon, je ne suis pas un expert de l'aviation, mais je crois qu'on a tous quand même en tête que cette molécule hydrogène est une petite molécule, que pour être stockée, elle doit l'être généralement, en tout cas pour être stockée en masse sur des petits volumes, elle doit l'être à très forte pression. Donc, ça a des gros enjeux technologiques pour que dans un avion, on puisse stocker certainement des quantités suffisantes pour des vols de grande distance. Voilà, avec quel type de motorisation derrière. Enfin, voilà, ce sont des enjeux importants, mais effectivement, dans le scénario, on n'a pas adressé de mémoire la mobilité, enfin, les nouveaux carburants de l'aviation. Mais si tu veux compléter, Simon, je t'en prie. Oui. Donc, pour la mobilité terrestre, comme j'ai dit, on privilégie plutôt l'électricité batterie et le bio-GNV avec une limitation sur les batteries du fait de l'accès aux ressources.
Il y a quand même une part d'hydrogène, notamment pour faire de la prolongation d'autonomie sur du véhicule utilitaire et puis aussi pour une partie des camions de mobilité lourde. Euh, alors pourquoi on ne fait pas un choix plus marqué sur l'hydrogène? On considère que c'est un pari un peu plus risqué que des filières qui sont plus matures aujourd'hui, telles que l'électricité et des véhicules au bio-GNV, hein, qui sont aujourd'hui disponibles et exploités commercialement depuis de nombreuses années avec des coûts assez proches des filières actuelles carburant liquide. Au-delà de ça, il y a aussi la question de si on voulait généraliser plus massivement la mobilité hydrogène pour les véhicules terrestres, il faudrait produire de l'hydrogène plus, et on voit que déjà dans l'industrie, on a besoin de pas mal. Et puis, il faudrait, une fois qu'elle est produite, donc de manière renouvelable, le distribuer. Et pour nous, là, il y a un enjeu important, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi développer une infrastructure de transport, distribution, stockage plus importante et surtout distribution, qui est pour nous un point un peu plus problématique. Aujourd'hui, donc il faudrait implanter des stations-service sur un maillage assez fin. Si on voudrait, donc voilà. Par rapport à des usages industriels, on l'a vu sur la carte, c'est quand même quelques points limités et en faisant quelques artères de transport d'hydrogène, hein, qui sont déjà aussi un petit peu planifiées par les opérateurs gaziers, on voit qu'on peut arriver à relier ces sites et voire même par rapport à certains autres sites de production d'hydrogène. Arriver à un maillage fin demanderait un développement complet d'infrastructures qui est pour nous aussi coûteux. Et pour l'aérien, il y a eu d'autres questions dessus. Le choix en négawatts, c'est plutôt déjà de la sobriété et donc un contrôle un petit peu sur l'évolution des consommations dans ce secteur-là. Et on resterait sur des carburants plutôt issus de biosourcés, biocarburants liquides. Après, je pense que le choix n'est pas non plus gravé dans le marbre. Effectivement, on parle de la production d'oléfines par les filières électriques. On pourrait aussi tout à fait produire des carburants de synthèse par les voies électriques. Et je pense qu'il faut rester ouvert par rapport au développement des filières et qu'au final, il pourrait y avoir des bascules entre le biosourcé et l'électrosourcé, entre ces différents secteurs, en fonction des évolutions techniques, de la maturité technique et des coûts de ces différentes technologies. Oui, et j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a quand même un enjeu d'arriver à faire baisser les coûts de l'électrolyse de l'eau par de l'électricité renouvelable, de manière à ce que l'hydrogène puisse être compétitif avec l'hydrogène gris ou noir qui existe aujourd'hui, et qu'a priori, enfin, de notre point de vue, les secteurs industriels, comme vous l'aurez compris, ont besoin de tels volumes qui sont plus à même d'être aujourd'hui de porter cette filière-là plutôt que la mobilité afin de faire réduire les coûts drastiquement. Et à terme, ça pourrait peut-être bien sûr servir plus largement pour la mobilité. On prend peut-être une dernière question, Maëlle, si tu veux bien, et puis ensuite on continuera la présentation. Ok. Du coup, peut-être envoler un peu plus sur les défis industriels. Il y a notamment quelques questions qui sont revenues sur la sécurité du vecteur hydrogène dans les usages industriels et aussi plus sur un autre tableau, les besoins en investissement pour développer le stockage. Notamment, il est revenu plusieurs fois la question du stockage souterrain et également la question de l'entretien ou non du réseau gazier. En d'autres termes, quels sont les besoins d'investissement pour avoir du stockage potentiellement souterrain ou pas de l'hydrogène à horizon 2050. Eh bien, merci. Est-ce que Simon, tu veux prendre directement? Attends, excusez-moi, j'ai eu un raté. Pardon. Alors, il y avait une question sur la sécurité hydrogène dans l'industrie, dans le secteur industriel, Ouais, ok. et puis une autre question sur l'investissement nécessaire pour du stockage d'hydrogène souterrain Ouais, ok. par rapport à d'éventuels besoins. Oui, ok. Donc, sécurité dans l'industrie, je suppose par rapport au fait de la molécule et de ses caractéristiques d'explosion, etc. C'est aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, je pense une des raisons qu'on peut se dire que pour utiliser l'hydrogène, on sait que c'est une molécule complexe, si on peut éviter aussi de la diffuser à des usages trop dispersés, type mobilité légère, etc., et la restreindre
dans des secteurs où les utilisateurs sont des gens expérimentés, formés et avec des procédures de sécurité, c'est plus rassurant. Donc c'est pour ça que voilà, l'industrie dans l'hydrogène, on l'a vu, hein, il y a déjà quand même 1 million de tonnes d'hydrogène consommées en France actuellement. Et donc, c'est quand même un secteur que l'industrie maîtrise déjà. Et donc là, nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter ces usages dans l'industrie, un secteur qui le maîtrise déjà. Et le deuxième question par rapport aux investissements dans les cavités salines, alors je ne vais pas donner de chiffres là-dessus. Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'en France, donc effectivement, le stockage de l'hydrogène sous terre, il peut se faire, donc le stockage souterrain du méthane, il y a 3 types de stockage souterrain. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a, dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que bon, il y a différentes recherches qui sont faites pour voir si on pourrait les basculer à l'hydrogène. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est qu'il y a une des typologies qui sont ce qu'on appelle les cavités salines, là, qui sont évoquées. C'est en gros, c'est assez simple. C'est sous terre, il y a des gisements de sel. Donc en gros, il y a des volumes de sel et on peut faire un trou dans cette poche de sel, injecter de l'eau pour dissoudre le sel, pomper la saumure et on récupère une cavité. Et ensuite, on peut l'utiliser comme une cavité étanche pour mettre du méthane. On a en France une partie des capacités de stockage de méthane qui sont utilisées dans des cavités salines, c'est notamment plutôt dans l'est de la France. On a des cavités salines dans le monde, notamment aux États-Unis, qui sont déjà utilisées pour de l'hydrogène, donc on sait que ça marche bien. Pour les autres typologies, voilà, il y a encore des recherches parce qu'il peut y avoir quand même quelques difficultés. Donc on sait que si on est sur du salin, on pourrait le faire et on voit qu'on a encore des capacités en France d'en faire éventuellement d'autres, mais on a aussi plutôt de convertir certaines cavités qui sont aujourd'hui exploitées pour du méthane et du gaz naturel à de l'hydrogène, puisque à l'avenir, les consommations de méthane, dans le mégawatts, le gaz naturel, c'est une division par un peu plus que 2 des consommations. Donc à l'avenir, on aura besoin de moins aussi d'infrastructures pour le méthane et on pourra en libérer une partie pour l'hydrogène. Là-dessus, je renvoie à l'étude RTE GRT Gaz qui a été publiée cet été. Il y a d'autres travaux aussi amont qui parlent de ça si vous voulez plus de détails. Merci Simon. Et effectivement, il y a pas mal d'acteurs gaziers qui travaillent sur cette question du stockage souterrain de l'hydrogène. Il y a des solutions. C'est vrai que par contre, ça demande des investissements pensés sur 10-15 ans à l'avance. Donc, c'est un coche qui ne fera certainement pas rater aussi. Je vous propose qu'on continue cette présentation parce que le temps passe et il nous reste une bonne grosse demi-heure largement. Donc, on va aborder plutôt les enjeux stratégiques et les politiques publiques qui pourraient aider au développement de l'hydrogène. Je vais d'abord faire un petit rappel des politiques françaises et européennes. Donc en France, depuis 2018, il y a eu un début de stratégie qui a été mis en place, qui du coup n'a pas vraiment porté ses fruits, notamment dans l'industrie. Il y avait en 2018 un objectif de 10% d'hydrogène par électrolyse dans l'industrie, on en est très loin. Et puis les projets qui avaient été, les appels à projets qui avaient été faits par l'ADEME avaient ciblé beaucoup plus la mobilité que l'industrie. Donc la loi énergie-climat est revenue à instaurer l'hydrogène dans le code de l'énergie. Une ordonnance en 2021 a permis de préciser, de prévoir une précision plus exactement des types d'hydrogène, des systèmes de traçabilité, des garanties, du cadre de soutien à l'hydrogène. Mais a priori, les décrets qui doivent concrétiser cette ordonnance sont toujours en cours de préparation. Les feuilles de route industrielles que l'État a sollicitées auprès de 50 grands industriels focalisent beaucoup sur l'électrification des procédés et sur la capture du carbone. Capture du carbone qui est renforcée par des annonces gouvernementales. Donc tout ça ne pousse pas beaucoup à une vraie accélération sur l'hydrogène dans l'industrie, en tout cas. Les plans de relance France 2030 ont annoncé beaucoup d'argent, ce qui est bien sûr une bonne nouvelle pour les filières, 9 milliards d'euros. Mais une nouvelle stratégie devait être annoncée cet été, elle est toujours en attente. Des appels à projets ADEME sont en cours. Donc voilà, on a une politique qui s'affiche ambitieuse, mais a priori encore pas assez concrétisée par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés. Je vous rappelle les 6,5 gigawatts d'électrolyse que Simon
à citer tout à l'heure. Bon, on voit quand même que le projet de loi de finances 2024 confirme les montants, donc a priori 680 millions d'euros dédiés à l'hydrogène pour l'année prochaine. Mais il y a des crédits d'impôt industrie verte qui vont être mis en place qui ne concerneraient pas l'hydrogène. Il y a quand même des choses à clarifier à ce niveau-là. Côté européen, je veux dire, c'est un peu la même chose, mais quand même pas tout à fait. Le Green Deal en 2020 a fait lui aussi un focus sur les besoins d'hydrogène, on va dire, décarbonés. Donc 6 gigawatts d'électrolyse sont mis comme objectif en 2024 et 40 gigawatts en 2040, dans l'idée de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène sur le territoire européen à cette date-là. Avec la crise énergétique due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et tous les problèmes qu'on a eu au niveau de l'approvisionnement en gaz, la démarche REPowerEU a rajouté une couche, et notamment en prévoyant d'importer 10 millions de tonnes d'hydrogène, en plus des 10 millions de tonnes que les pays européens pourraient produire, de même à l'horizon 2040. Donc, on voit beaucoup de démarches qui sont lancées, notamment des appels à projets importants d'intérêt commun, où plus de 10 milliards d'euros sont mis sur la table pour environ 76 projets. Mais là aussi, l'industrie n'est pas toujours la mieux représentée dans ces projets, enfin en tout cas en nombre de projets, même si souvent ces projets, bien sûr, sont des projets de grosse taille. Donc l'Union européenne avance par petites touches. Elle a donné une définition de l'hydrogène bas carbone, elle a donné des règles de production de l'hydrogène renouvelable. Dans la directive sur les énergies renouvelables, RED III, il y a aussi un nouvel objectif d'hydrogène renouvelable dans l'industrie qui a été fixé, qui est quand même assez élevé, hein, puisqu'on vise 42% d'hydrogène renouvelable dans l'industrie en 2030. C'est quasiment demain et on en est très très loin aujourd'hui, et 60% en 2035. Donc, gros objectifs qui seront probablement difficiles à atteindre si on ne met pas plus l'accent sur un soutien franc à la filière hydrogène. Et puis, bien sûr, ces directives, comme toujours en Europe, font l'objet de beaucoup de négociations, et la France a voulu négocier un rabais sur ces objectifs pour faire valoir son électricité bas carbone. Et puis, dernier point sur l'Europe, la Banque européenne de l'hydrogène, qui avait été créée quelques temps auparavant, va lancer sa première enchère, a priori à hauteur de 800 millions d'euros, puisqu'elle a un budget global de 3 milliards d'euros. Et ces 800 millions d'euros permettraient pour des projets de donner une sorte de prime à l'hydrogène renouvelable ou décarboné produit, qui serait peut-être à hauteur de 4, voire un peu plus d'euros par kilogramme d'hydrogène, ce qui est quand même un gros montant, puisque je rappelle qu'aux États-Unis, l'aide est à hauteur maximum de 3 dollars par kilo d'hydrogène renouvelable. Donc on voit qu'il y a, même si la politique a priori permet moins simple qu'aux États-Unis, il y a quand même beaucoup d'aspects différents, et il y a quand même aussi un risque de créer une nouvelle dépendance aux importations dans le schéma que dessine l'Union européenne. Alors, quel risque on voit à tout ça, en fait? C'est surtout ça qui nous intéresse ici dans la discussion, avec tous les éléments qu'on a abordés depuis tout à l'heure. D'abord, un premier risque qu'on verrait, ce serait un maintien du vaporoformage de méthane fossile pour produire de l'hydrogène si on n'avançait pas assez vite. Et en plus, si les promesses de la capture et du stockage du carbone n'étaient pas tenues, l'hydrogène, du coup, resterait fortement émetteur de CO2, ce qui serait quand même très embêtant. Si je fais une petite parenthèse supplémentaire sur ces techniques de CCS, donc capture et stockage de carbone, il y a aussi quand même un questionnement sur la capacité à l'État, en tout cas quand on réfléchit à l'échelle de la France, d'investir simultanément dans ce CCS et dans l'hydrogène. Ça fait beaucoup de choses à la fois, et un choix va probablement devoir être fait, tant à la maille nationale, puisqu'on ne peut pas utiliser les deniers publics de la manière, d'abord partout et sans limite. Et puis, il faut surtout aussi choisir les solutions qui vont être les plus efficaces le plus rapidement et les plus utiles aussi sur le long terme. Donc, de notre point de vue, c'est l'hydrogène qui répond à ces critères. Et ces choix entre CCS et hydrogène méritent aussi d'être posés à la maille territoriale, parce qu'on a des zones industrielles. On peut prendre par exemple l'exemple de la zone industrielle portuaire de Dunkerque,
ou le site sidérurgique d'ArcelorMittal, qu'il fasse le choix du CCS ou le choix de l'hydrogène, va conditionner totalement les synergies qui vont être trouvées localement avec les autres industriels, hein, puisqu'il y a toute une réflexion en cours sur les synergies entre industriels sur ce territoire. Donc, voilà, c'est un point qu'il ne faut pas négliger parce qu'à mon avis, bien sûr, enfin à notre avis, il peut conditionner beaucoup de choses pour l'avenir. Le deuxième risque qu'on voit, bon, on l'a vu en filigrane dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que si on n'a pas assez de soutien aux fabricants d'électrolyseurs sur le territoire européen, on risque d'être dépendant des équipementiers, notamment ceux d'Asie, en particulier ceux de Chine, hein, puisque elle seule, la Chine, maîtrise déjà plus de la moitié des équipementiers en électrolyseurs dans le monde. D'un autre côté, troisième risque, si on ne fait pas assez de soutien aux projets industriels, puisque l'idée c'est de créer du volume, bah, du coup on ne va pas offrir ce débouché aux fabricants d'électrolyseurs, et du coup on n'arriverait pas à une baisse des coûts de l'électrolyse comme on peut l'imaginer dans les années qui viennent. Donc il y a vraiment un marché à créer ici pour trouver une dynamique positive au niveau de la compétitivité. Quatrième risque, c'est que si on allait vers un recours trop grand aux importations d'hydrogène, alors, la France ne le défend pas particulièrement en Europe, mais ce n'est pas le cas de l'Allemagne qui, elle, compte beaucoup sur ses importations. On passerait d'une dépendance à une autre. On passerait d'une dépendance des énergies fossiles à une dépendance à l'hydrogène, certes vert, mais produit ailleurs, avec tous les enjeux géopolitiques, géostratégiques qu'on peut bien sûr imaginer. Et le contexte actuel nous y fait bien sûr penser. Et puis, cinquième risque, ce serait bien sûr que s'il n'y avait pas assez de sobriété, si on n'arrivait pas à réduire les consommations de certains biens et donc des matières premières qui sont nécessaires à leur fabrication, les besoins en hydrogène seraient encore beaucoup plus importants et probablement plus difficiles à satisfaire. Alors pour finir cette présentation, on va se poser la question de, puisqu'on a retitré l'heure des choix, quel choix il faudrait faire pour essayer de pousser la filière hydrogène vers des horizons que nous avons décrits avec le scénario Négawatt. Donc les risques que j'ai un petit peu cités à l'instant donnent bien sûr quelques indications, et dans le rapport qu'on a réalisé avec Solagro, on a fait toute une série de recommandations que vous pourrez lire une fois qu'elles seront publiées. Alors comme le rapport a été écrit fin 2022, début 2023, et que l'actualité politique de l'hydrogène bouge beaucoup et a beaucoup bougé ces derniers mois, pardon, ces recommandations, pour certaines, sont un peu caduques. Donc, on écrira un petit complément pour bien saisir l'actualité du sujet. Et je vous présente ici quelques idées qu'on a qui sont finalement assez simples, mais qui donnent aussi les différents niveaux sur lesquels il faut agir pour aller dans le bon sens. Alors, le choix numéro 1 qui nous semble bien sûr important et qui fait écho au dernier risque que j'ai cité à l'instant, c'est d'abord de mettre en œuvre une politique de sobriété vraiment structurelle pour pouvoir durablement baisser les consommations de produits manufacturés et donc des matières premières. On a vu les politiques de sobriété énergétique suite à la crise de l'hiver dernier, renforcées un petit peu par le gouvernement, mais ça reste encore loin d'une sobriété structurelle. Et on peut citer, par exemple, trois points importants pour que cette politique de sobriété structurelle voie le jour. C'est bien sûr d'abord en amont d'inciter tous les fabricants, tous les équipementiers à revoir la façon dont ils conçoivent leurs produits. Hein. On parle bien sûr d'éco-conception, et l'éco-conception doit bien sûr aussi jouer sur la dimension des produits. Hein. On pourrait penser notamment à la taille des voitures. Et puis aussi comment ces produits vont être utilisés, réparés, réutilisés, collectés et puis recyclés, puisqu'il y a bien sûr un très très gros enjeu de recyclage. On pense aussi important de définir des critères d'éco-conditionnalité aux entreprises qui bénéficient de soutien public. Ça peut être un bon moyen de les inciter tant à aller vers l'éco-conception que de faire des choix en termes de consommation d'énergie. Et puis, Négawatt milite depuis assez longtemps pour qu'un vrai affichage environnemental soit mis en place sur les biens de consommation, de façon à ce que cet affichage non seulement donne une idée de l'énergie grise, par exemple, consommée pour fabriquer ce produit, mais également son empreinte matière, de son empreinte carbone. Ça, c'est un point vraiment important pour que les consommateurs aient un message clair sur ce qu'ils achètent et sur leur impact global.
Le deuxième choix qu'on propose, qui bien sûr là reste encore assez global, c'est de définir des objectifs nationaux de production d'hydrogène renouvelable. Donc Simon l'a évoqué tout à l'heure. Ce serait important, en plus des 6,5 gigawatts déjà fixés pour 2030, de fixer des nouvelles étapes tous les 5 ans. Alors si on se réfère à peu près au scénario négawatt, en tout cas à l'horizon qu'il donne pour 2040 et 2050, et dans les utilisations de l'hydrogène qu'on a décrit, bien sûr, on arrivera à peu près à des objectifs de 26 gigawatts en 2040 et 33 gigawatts en 2050. Il serait certainement précieux de faire une étape intermédiaire autour de 15 gigawatts en 2035. Voilà, et ça, c'est important pour vraiment pouvoir structurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la filière des électrolyseurs, donc du côté de l'offre et bien sûr du côté de la demande, j'en reparlerai tout à l'heure, de manière à avoir un écosystème qui tient bien sur ses deux jambes et surtout pour éviter d'avoir recours à des importations. À notre sens, plus globalement, il serait important que toute la stratégie française autour de l'énergie du climat ne parle pas que d'énergie et élargisse vraiment ces critères sur l'empreinte carbone et sur l'empreinte matière, quitte à décliner des budgets carbone et matière par filière industrielle. Comme ça, chacun saurait à peu près dans quelle direction il doit aller. Ensuite, le choix numéro 3, c'est celui d'avoir un environnement global propice à l'électrolyse avec de l'électricité renouvelable. Donc, bien sûr, ça veut dire donner une priorité à l'électricité produite par les moyens éoliens et les moyens photovoltaïques, puisque vous l'avez vu dans le scénario, ils sont les deux principales sources d'électricité. Mais bien sûr aussi de sécuriser la fourniture d'électricité d'origine renouvelable aux industriels, puisqu'il y a bien sûr un enjeu de quantité d'accès à cette électricité renouvelable, mais aussi un enjeu de prix. Donc il y a pas mal de choses, hein. Vous avez vu l'actualité hier sur la réforme du marché de l'électricité, avec une confirmation d'aller vers un marché qui reposerait sur des mécanismes contractuels, soit de type PPA, donc contrat de gré à gré entre fournisseurs et industriels consommateurs, soit des contrats pour différence, assez proches de ce qui se fait pour les renouvelables actuellement. Toutes ces choses-là sont à confirmer, mais bien sûr, l'idée, c'est que les industriels, qui seraient les premiers gros consommateurs d'hydrogène, aient accès à une électricité compétitive pour leur hydrogène. Et puis, Simon l'a évoqué aussi, il est crucial que la flexibilité des électrolyseurs soit valorisée dans un système d'équilibrage du système électrique. Tous les outils de régulation que RTE utilise bien sûr déjà, ce serait de bons moyens d'apporter de la souplesse côté demande, hein, en modulant la puissance des électrolyseurs lors de leur fonctionnement. Et ça, bien sûr, ça veut dire un atout économique pour eux, bien sûr, à valoriser cette flexibilité. Et quatrième et dernier choix, c'est d'agir, bien sûr, sur les secteurs qu'on a décrits, hein, de l'acier primaire, enfin de l'acier en général, on va dire de l'ammoniac et de la chimie des oléfines, si possible tant sur leur chaîne aval que amont, pour que l'hydrogène renouvelable soit vraiment au cœur de la décarbonation de leurs activités. Donc, à notre sens, il est important que les aides publiques actuelles soient reconfigurées pour vraiment booster ce qui se fait ou ce qui peut se faire dans ces trois secteurs industriels. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut arrêter de faire des projets dans la mobilité, mais il faut certainement inverser les rapports, puisque pour l'instant, il y a eu beaucoup plus apparemment de projets de mobilité soutenus que ceux dans l'industrie. On pourrait éventuellement aussi imaginer à terme, quand l'acier sera produit de manière plus décarbonée, faciliter l'achat de cet acier décarboné, par exemple avec une fiscalité différente, de manière à aider les PME ou les entreprises, notamment les entreprises de la métallurgie qui auraient besoin d'acier, mais pas seulement dans leurs activités, puissent finalement avoir un intérêt économique à acheter cet acier décarboné. Et puis on l'a vu, il y a un gros enjeu à avoir un fort taux de recyclage des ferrailles, puisque l'acier, on va dire secondaire, l'acier fait dans les aciéries électriques va peser beaucoup à terme dans la production d'acier dans le scénario négawatt. Donc il faut pouvoir augmenter le recyclage des ferrailles et donc là aussi faciliter ces mécanismes. Parmi toutes ces chaînes amont-aval, vous l'avez vu sur notamment
pour les oléfines et pour l'ammoniac, pardon, pour les oléfines, il y a un fort besoin de sources de CO2, de préférence biogéniques, hein, de manière à pouvoir créer ces nouvelles molécules, hein, ces e-molécules, comme on les appelle parfois, notamment le méthanol, qui va être utile pour le secteur de la chimie, mais on va avoir aussi besoin de CO2 pour la méthanation, pour reproduire du méthane à partir de l'hydrogène. Donc c'est un enjeu important qu'on a adressé un petit peu dans le rapport. A priori, il y a des potentiels importants qui peuvent être sollicités, mais bon, là aussi, bien sûr, il faut anticiper un peu et planifier les besoins. Et puis, pour finir, il y a besoin d'épauler le secteur agricole pour qu'il puisse utiliser moins d'engrais azotés minéraux, puisque, donc, vous l'avez compris, dans notre démarche, c'est bien, notamment pour l'ammoniac, la moindre consommation d'engrais qui va permettre aussi de moins importer et donc de maintenir une production d'ammoniac en France. Voilà, donc je vais conclure ce webinaire avec un peu d'avance, mais ça nous laisse du temps pour des questions, pour rappeler que donc, du coup, l'hydrogène va être une brique essentielle de la transition écologique, à la fois en tant que matière, hein, vous l'aurez bien compris, dans l'industrie, et en tant que source d'énergie, puisqu'elle va permettre et aussi de faire le lien entre l'électricité et le méthane renouvelable. Ce rôle majeur est vraiment d'autant plus fort dans la décarbonation des secteurs industriels qu'on a focalisé, sur lesquels on a focalisé dans l'étude, hein, donc acier, ammoniac et chimie des oléfines. Donc, ce qui fait que vraiment, à notre sens, je le répète, les politiques publiques doivent se prioriser sur ces trois secteurs-là. Et puis, on aura compris qu'on a besoin d'un cadre global propice au développement de cet hydrogène renouvelable, à la fois avec la sobriété structurelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette évolution des pratiques agricoles, le développement des énergies renouvelables, hein, à des rythmes qui doivent être un petit peu plus forts que ce qu'on connaît aujourd'hui, en appuyant bien sûr beaucoup sur la brique recyclage qui va conditionner beaucoup de succès pour l'avenir, et puis un soutien qui bien sûr doit favoriser les équipementiers européens dans la mesure du possible. Voilà, je vous remercie tous de votre écoute. Donc, ce webinaire sera disponible en replay pour ceux qui voudraient les réentendre. Et puis, je vous propose qu'on ouvre une nouvelle session de questions-réponses. Et Maël, du coup, je te redonne le micro, la parole, pour que tu puisses nous les poser. Oui, il y a eu plusieurs séries de questions sur la compétitivité du coup de l'hydrogène renouvelable. Est-ce que c'est possible d'envisager une production d'hydrogène renouvelable qui soit compétitive à horizon 2050 ou à tout le moins acceptable d'un point de vue économique et faisable à mettre en place pour les industriels? Également, la même question a été posée sur la compétitivité vis-à-vis du méthane renouvelable. D'accord. Alors, je vais faire une première petite réponse, Simon, en présentant des chiffres. Alors, nous, on n'a pas évalué, hein, on n'a pas comparé cette compétitivité économique, mais l'Agence internationale de l'énergie l'a fait très récemment. Vous voyez sur ce graphe des évaluations des coûts de l'hydrogène renouvelable dans différentes zones géographiques. Hein. Donc, de haut en bas, vous avez l'Europe de l'Ouest, le Japon, les États-Unis, la Chine. Et puis tout en bas, en gris, vous avez le coût de référence de l'hydrogène produit actuellement par vaporeformage de méthane fossile. Donc, l'échelle, c'est en dollars par kilo d'hydrogène. Ce qui est important de voir, c'est que le vert foncé, ce sont les niveaux de coût de production par électrolyse de l'hydrogène actuellement. Hein. C'était une référence 2021. Et on voit là qu'effectivement, à part un petit peu aux États-Unis et en Chine, en Europe et au Japon, les coûts de cet hydrogène renouvelable sont largement au-dessus du coût de référence de l'hydrogène par vaporeformage. Mais en vert clair, j'espère que ça se voit assez sur vos écrans, les plus petites barres qui sont vers la gauche, on a les évaluations de l'Agence internationale de l'énergie de l'hydrogène produit par électrolyse en 2030. Et on voit déjà que quasiment sur tous les continents, avec leurs hypothèses d'évolution des coûts de l'électricité renouvelable, quasiment tous les continents peuvent produire de l'électricité renouvelable relativement concurrentielle au coût de référence. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle qui montre que finalement assez vite, l'hydrogène renouvelable pourrait être concurrentiel à l'hydrogène gris ou noir. Mais bien sûr, tout dépend de ce coût de l'électricité. Et dans les évaluations qu'avait fait l'AIE, vous voyez en jaune
parce que quand ils l'ont publié, c'était en plein moment de crise avec la Russie, et donc de hausse des prix d'électricité sur les marchés européens, et puis, enfin, pas que européens, mais notamment, ils ont réévalué leurs coûts actuels avec les nouveaux coûts de l'électricité après la crise. Et vous voyez que les barres jaunes sont beaucoup plus à droite, donc beaucoup plus chères que les barres vert foncé. Donc, du coup, il y a un vrai enjeu, bien sûr. Tout dépend du coût de l'électricité renouvelable. Probablement que les coûts des électrolyseurs baisseront et ça jouera un petit peu, mais c'est vraiment l'électricité qui va être le facteur déterminant sur cette compétitivité. Je ne sais pas si Simon, tu veux compléter. Non, écoute, non, c'est très bien. Bon, merci. Et la question était complétée. Non, je ne me rappelle plus. Il y avait une autre partie à la question. Il y avait un volet sur le méthane renouvelable, si jamais tu veux traiter ça très rapidement. Oui, alors le coût du méthane renouvelable, Ouais. Simon, là peut-être tu connais mieux que moi. Oui, bon, après, je crois que la question a été posée par écrit, j'ai fait une réponse par écrit. Là, on pourrait apporter des réponses rapides, mais je trouve que c'est toujours un peu complexe de donner un chiffre comme ça. Moi, je vous propose plutôt d'aller voir l'étude qu'on avait fait pour l'ADEME, GRDF et GRT Gaz en 2018, qui est un mix 100% gaz renouvelable. Et dedans, vous aurez beaucoup de détails qui vous permettront de voir du coup ces coûts de production, de les comparer à d'autres filières et surtout de voir aussi dans leur ensemble à combien voilà, ça pourrait faire changer le coût du mix d'approvisionnement auprès du client final d'un gaz renouvelable. Voilà, donc vous aurez pas mal de réponses dans ce document-là. Je l'ai mis, Merci. j'ai donné le lien de téléchargement de l'étude dans les questions-réponses. Merci Simon. Maël, une autre question alors du coup? Oui, en termes, alors ça sort un peu de l'enjeu du rapport principal, mais une question d'organisation industrielle. Est-ce qu'on privilégie ou pas la production centralisée d'hydrogène? Est-ce qu'on préfère mettre en place un réseau de distribution? Est-ce que c'est plutôt les productions près des sites industriels de consommation? Ouais, enfin, Stéphane, je Oui, peux oui, je t'en peut-être prie. répondre. Là, la question n'est pas forcément 100% tranchée. Je pense qu'il pourrait y avoir différents cas de figure. Pour pour les sites industriels, effectivement, il y a un choix de se dire est-ce qu'on va placer plutôt les électrolyseurs près des endroits où on a des productions d'électricité renouvelable. Donc, ça pourrait être typiquement près des grands sites éoliens offshore, donc près des littoraux, près de la Bretagne, près de voilà. Ou après, si on a une vision européenne vers le sud de l'Europe, l'Espagne, etc. Et l'autre qui est de dire, on les met plutôt sur les sites industriels de manière à avoir un approvisionnement en hydrogène et pas avoir à créer d'infrastructures d'hydrogène. Donc les deux se regardent. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que l'électrolyseur fonctionne de manière flexible. Ça, c'est une réponse assez tranchée que pas mal d'études montrent. Euh, donc, qui dit, parce que les procédés qui sont en aval, eux, sont en fonctionnement en base, aujourd'hui en tout cas. Il y a quand même des recherches qui visent à éventuellement flexibiliter certains procédés, par exemple l'ammoniac, il y a pas mal de travaux dessus, de se dire on pourrait aussi flexibiliser la production d'ammoniac et utiliser les stockages d'ammoniac en aval ou les stockages d'engrais plutôt que des stockages sous terre en hydrogène et donc limiter l'infrastructure en hydrogène. Donc là-dessus, je pense que la question reste ouverte. Et voilà. Donc, je pense que les deux, le positionnement reste encore. Je pense qu'il y a encore des travaux à faire pour préciser un petit peu ça. L'étude de cet été de GRT Gaz, RTE, cherche un peu la question, mais enfin, creuse un peu la question. Mais je pense qu'il y a encore moyen d'approfondir cette question pour apporter des réponses plus précises dessus. Merci Simon. Oui, de toute façon, je pense que c'est une question qui va évoluer au fil du temps et au fil des projets qui vont voir le jour, hein. Il y a aussi beaucoup de projets de production d'hydrogène au Moyen-Orient, enfin dans d'autres zones du monde, qui bénéficient potentiellement de capacités d'électricité renouvelable peu chères.
donc qui arriveront à faire de l'hydrogène probablement très compétitif par rapport à ce qui se fera en Europe. Et le questionnement du transport de l'hydrogène, du transport sous forme d'ammoniac se pose. Pour des industriels qui seront en France, c'est sûr qu'avoir une production locale peut avoir de l'intérêt au regard de leur process. Mais si on regarde les définitions de l'hydrogène renouvelable au niveau européen, il faut que l'électrolyseur soit dans la même zone géographique que là où est produite l'électricité renouvelable. Donc vraiment, tout ça va devoir se combiner et il n'y a pas encore de réponse très définitive. On peut prendre une autre question si vous voulez bien. Ouais, il y avait une question de savoir si du coup il était possible d'avoir des productions plutôt locales d'hydrogène, ou est-ce que notamment par exemple pour l'acier, c'est réservé à des très gros sites industriels, est-ce que ce serait incompatible finalement? Je pense que ça fait un peu écho à ce qu'on vient de dire. Enfin, en Oui, tout cas, voilà. les très gros industriels, enfin, en tout cas typiques de l'acier, qui vont avoir besoin de gros volumes, ou même ceux de l'ammoniac qu'on a cités, auront probablement tout intérêt à avoir des électrolyseurs sur place. Voilà. Mais c'est vrai que si on vient sur des usages plus distribués, plus diffus, quand on évoque par exemple la mobilité, Simon a bien soulevé la problématique que ça peut poser en termes de distribution, parce qu'a priori, on ne mettra pas des électrolyseurs à chaque coin de rue. Enfin voilà, Simon, si tu veux compléter, mais on a un petit peu répondu à cette question, il me semble. Oui, voilà, je pense qu'on a répondu à la question d'avant. Oui, ça rejoint, je pense. Bien, merci. Maël, peut-être une autre alors, si... Après, il y a beaucoup plus de questions techniques qui restent, mais si tu veux, je peux revenir sur des questions un peu Pourquoi pas, oui. plus. Plusieurs questions sur le CCS pour savoir s'il y avait un recul sur l'étanchéité des cavités et est-ce que c'était problématique à long terme. Je sais qu'on a déjà un peu parlé du CCS dans le corps de la présentation, mais si tu veux revenir très rapidement sur cette question. Alors, c'est sûr que c'est pas le sujet qu'on a évoqué dans cette étude, puisqu'on est centré que sur l'hydrogène. Vous l'avez bien compris. Il y a pas mal de projets CCS qui sont en train de se monter, et en particulier pour du stockage souterrain en mer par des acteurs, alors je ne veux pas dire de bêtises, il me semble norvégien, mais à confirmer, puisque dans les anciens sites pétroliers de la mer du Nord, il y a des possibilités de stockage en profondeur. Voilà, alors moi, je ne suis pas assez spécialiste du sujet. Je pense qu'il y a évidemment beaucoup de choses à vérifier sur l'étanchéité de ces zones de stockage. Mais par contre, ce qu'on a déjà souligné, c'est plutôt de voir la dynamique que c'est en train de créer au niveau industriel, parce que forcément, l'appétence des acteurs, des anciens ou des toujours acteurs pétroliers, à utiliser les sites souterrains, notamment sous la mer, pour stocker du CO2, fait une sorte d'appel au reste de l'écosystème industriel à capter du CO2 pour pouvoir aller le stocker là-bas. Et donc, je reviens au questionnement que j'ai posé à un moment donné, c'est qu'il va falloir vraiment faire un choix à un moment donné. C'est est-ce qu'on peut se permettre, en tout cas tout de suite, dans les 10 ans qui viennent, de s'occuper à la fois de CCS et d'hydrogène. Nous, notre point de vue, c'est que la priorité est à l'hydrogène. Et si jamais, dans 30 ou 40 ans, par manque de puits de carbone naturel, on avait vraiment besoin de puits de carbone artificiels, on aurait peut-être le temps de se poser la question à ce moment-là. Mais sinon, si tu veux compléter aussi, n'hésite pas. Non, non, c'est très bien. Parfait. Encore une petite question? On a 5 petites minutes pour finir. Il y avait quelques questions qui revenaient, là pareil très rapidement. La production d'hydrogène à partir de plateformes maritimes d'éoliennes, est-ce que tu pourrais détailler très rapidement si c'est considéré ou pas et ce qu'on peut en dire éventuellement? Oui, ouais. Là, après, ça rejoint la question du positionnement des électrolyseurs. Ça c'est des détails qui peuvent encore être débattus. La question de venir mettre l'électrolyseur vraiment au milieu, en mer, au milieu du parc éolien. Je sais qu'il y a des études qui montrent que parfois ça peut être intéressant pour limiter les coûts de raccordement au continent via l'électricité. Je sais pas si les choses sont complètement tranchées. Je pense que ça dépend vraiment de chaque site. Et je suis pas forcément sûr qu'il y ait, en tout cas, tout de suite un intérêt
Je pense qu'il y a plutôt un peu plus d'intérêt d'avoir un électrolyseur raccordé à un réseau et d'utiliser d'abord le foisonnement, c'est-à-dire d'utiliser le fait que les consommations classiques d'électricité vont déjà absorber les productions d'énergie renouvelable et qu'on va venir faire fonctionner les électrolyseurs quand il y aura plutôt des tendances de surplus, etc., plutôt que de venir brancher un électrolyseur en direct auprès d'un parc de production d'énergie renouvelable, qu'il soit photovoltaïque ou éolien, puisque là, on va moins bénéficier de cet effet de foisonnement qui permet déjà d'absorber qui permet en général de faire des économies sur le système électrique. Voilà. Ah bien, moi, j'ai rien de spécial à rajouter sur ce point. Vous aurez compris que cette filière hydrogène est en pleine émulation, qu'il y a beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui est mis sur la table, beaucoup de projets qui voient le jour. Donc, c'est plutôt une bonne dynamique et qui est enclenchée. Mais voilà, nous, on veut vraiment insister sur le fait que, notamment en France, il y a besoin d'articuler encore mieux et plus fortement l'émergence de cette filière en lien avec la production d'électricité et de méthane renouvelable, de manière à ce qu'on puisse assez rapidement finalement créer tout un marché autour de l'électrolyse et de la façon dont il peut participer progressivement à l'équilibre du système. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions particulières, Maël, là, je te laisse décider. On pourra finir ce webinaire. Il y a d'autres questions, mais certaines, à mon avis, nécessitent plus une réponse écrite, donc je les ai gardées de côté. Du coup, peut-être très rapidement, si il nous reste quelques minutes, il y a eu plusieurs questions qui sont revenues sur la production, notamment le bilan énergétique de l'hydrogène produit à partir de sources nucléaires. Et donc, on peut peut-être élargir la question, si là, on s'écarte un peu du rapport, mais est-ce qu'au fond, le plan de la relance de nouvelles centrales et une orientation très nucléaire a besoin d'autant d'hydrogène? Alors, vous aurez compris que dans notre scénario, bien sûr, à terme, il n'y a plus de production d'origine nucléaire pour l'électricité, ce qui nous permet de parler d'hydrogène renouvelable sans arrêt. Bien sûr, aujourd'hui, c'est pas la situation actuelle et ce n'est pas le point de vue que le gouvernement a pris pour le futur. On peut répondre en partie à la question en voyant que dans des scénarios, notamment ceux de RTE, voire même ceux de l'ADEME, où il y a plus de nucléaire enfin forcément, de fait, que ce que met Negawatt dans son scénario, il semble qu'il y ait un petit peu moins de consommation d'hydrogène. Pour a priori, la simple et bonne raison que en massifiant le parc nucléaire, il y a plus d'électrification directe pour beaucoup de procédés industriels et donc moins besoin d'hydrogène. Voilà. Enfin, Simon, je ne sais pas si tu veux compléter sur ce point-là. Non, ça me va. Voilà. Mais après, enfin, mais sur la pure production d'hydrogène à partir d'électrolyse, que l'électricité arrive d'un parc entièrement renouvelable ou d'un parc avec des centrales nucléaires, ça ne change rien a priori sur ce qui sera produit au final. Mais par contre, c'est plutôt sur la façon dont le système global arrive à s'organiser pour un usage de l'hydrogène dans un système où il y aurait beaucoup de nucléaire et donc beaucoup d'électricité à utiliser. Mais bon, voilà, bien sûr, ce n'est pas un cas que nous, on a étudié. Là-dessus, on peut vous renvoyer notamment aux travaux de RTE. Bah écoutez, si il est 11h30, on avait prévu 1h30 pour ce webinaire, donc je vous propose qu'on le clôture maintenant. Je remercie Simon, bien sûr. Je remercie tous les gens de Negawatt qui nous ont permis de préparer ce webinaire, ainsi qu'à Solagro. Je remercie tous les participants qui ont écouté avec patience ce webinaire parfois un peu technique. Vous pourrez avoir accès au replay bientôt. Vous pourrez avoir accès au rapport et à sa synthèse dans quelques jours également. Et puis, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur le site negawatt.org et pour ceux qui seraient intéressés à adhérer et nous soutenir dans nos démarches d'expertise. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à une prochaine. Au revoir. Au revoir.